Bienvenue dans Une semaine dans le monde, l'actualité des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes. Avec ce soir en plateau Gauthier Rybinski, chroniqueur international sur France 24. Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Par Skype, crise sanitaire oblige, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Ziad, bonsoir. Par Bonsoir. Skype également Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Bonsoir. Et puis on retrouvera à la fin de cette émission Kak, dessinateur de presse et président de Cartooning for Peace. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir répondu présent. On va d'abord revenir sur la situation au Kazakhstan, ce pays d'Asie centrale qui est secoué depuis dimanche par un mouvement de contestation sans précédent. Des émeutes ont éclaté suite à la hausse des prix du gaz liquide, le GPL. Elles ont été violemment réprimées par le régime qui a sollicité l'aide de Vladimir Poutine. Un contingent de troupes russes et d'autres alliés de Moscou est d'ailleurs arrivé jeudi sur place. Le président Kassym-Jomart Tokayev refuse catégoriquement de négocier avec ces manifestants. On l'écoute tout de suite et puis on en parle juste après. J'ai donné l'ordre aux forces de l'ordre et à l'armée de tirer pour tuer sans avertissement. Quel genre de négociation peut-on avoir avec des criminels, avec des meurtriers? Il faut les détruire et cela sera fait d'ici peu. Gauthier, pendant longtemps, le Kazakhstan a été considéré comme un État stable dans cette région. Tout ça, c'était prévisible, cette explosion de violence et cette répression. Il y a eu au moins 26 manifestants tués depuis dimanche. Il y a deux choses dans cette actualité, dans ce conflit. Il y a tout d'abord l'enjeu, on va dire, régional, géopolitique, avec la Russie, c'est un truisme de le dire, qui considère ces anciennes républiques comme son étranger proche et qui donc est très vigilante sur ce qui s'y passe. On le sait avec l'Ukraine, on le sait avec la Géorgie. On le sait d'autant plus là que celui qui a régné sur le Kazakhstan depuis 1990, Nursultan Nazarbayev, est tout à fait inféodé à Moscou, même si dans son pays, donc le Kazakhstan, il a essayé de faire valoir sa différence. Malgré tout, c'est quelqu'un qui était adossé à Moscou, même s'il a été progressiste ou considéré comme tel dans les années 90. Et ce qui a gêné très tôt la Russie, c'est que, vous savez que le Kazakhstan, à l'époque soviétique, avait sur son sol des arsenaux nucléaires. Avec l'aide des États-Unis, la coopération à l'époque a été très fructueuse. Ce pays a démantelé ses infrastructures. Et de fait, pour Poutine, ça a toujours été quelque chose qui ne passait pas, parce que ça mettait finalement un pied américain dans cette région. Ça, c'est la première chose. La deuxième, très rapidement, c'est qu'il y a dans ce mouvement au Kazakhstan quelque chose qui relève de la volonté de solder les comptes de cette époque Nazarbayev, qui était un autocrate avec le culte de la personnalité. Il a sa statue dans la capitale. C'est quelqu'un, d'ailleurs, Nur-Sultan, la ville qui est censée être la capitale, porte son prénom, et en termes de coercition et de rapport de force par rapport à une hypothétique opposition, il a été intransigeant. Donc si vous voulez, peut-être que les choses ne sont pas incompatibles, à la fois cette situation interne et la situation géopolitique. L'ennui, c'est que Vladimir Poutine considère toujours ces situations internes comme étant le reflet d'une volonté des États-Unis d'intervenir. Est-ce qu'il y croit lui-même? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça lui fournit un prétexte excellent. Jean-Christophe Ploquin, cette colère des manifestants au Kazakhstan, elle est surtout dirigée contre l'ancien président Nazarbayev, lui qui a régné pendant 30 ans sur ce pays? Oui, on peut même dire plus. J'ai regardé, en fait, il était, avant la chute de l'URSS, il était premier secrétaire du Parti communiste au Kazakhstan, et il avait été aussi pendant 5 ans président du Conseil des ministres du Kazakhstan lorsque c'était encore une république soviétique. Donc, c'est dire que ça fait plus de 35 ans, 37 ans qu'il est au fait du pouvoir. Et donc, évidemment que lorsque, même s'il y a eu des élections d'organiser et qu'il les a remportées 5 fois, mais voilà, avec quelle opposition en face? Donc c'est un régime qui reposait vraiment sur cette personne, et Gauthier Rybinski a souligné le culte de la personnalité. Et la révolte, je pense que c'est vraiment une révolte contre un système, c'est-à-dire au-delà de Nazarbayev, c'est aussi la corruption, c'est aussi une révolte contre ce sont des ouvriers, hein, c'est du milieu ouvrier qui est parti la révolte.
Et ce sont des gens donc, qui travaillent et qui voient que leur niveau de vie est très faible, qu'il était récemment impacté par l'inflation qui se développe au Kazakhstan. Et la révolte, elle vise finalement, elle part juste de nécessité de base et elle vise aussi les grands conglomérats, les grandes entreprises industrielles, gazières, minières, dont on sait que les dirigeants, un peu comme en Russie, finalement, détournent finalement une partie des ressources et des profits de ces sociétés. Donc, il y a une petite partie, il y a une sorte de nomenclatura qui a été la cible de cette colère. Après, on a vraiment très peu d'informations sur qui sont les émeutiers, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce déchaînement de violence. Nos informations dépendent pour le moment de ce qui est communiqué par les autorités locales, donc on a bien du mal à évaluer, mais le fait qu'elle se soit répandue aussi rapidement semble indiquer qu'il y a un ras-le-bol de la population. Et Ziad Limam, le gouvernement a appelé à l'aide la Russie, Gauthier Rybinski l'évoquait, la Russie qui finalement a envoyé 3000 hommes via l'OTSC, organisation régionale, qui n'avait pas envoyé de troupes dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Quel est l'intérêt de la Russie, là ? Je pense que c'est ce que disait Gauthier, il y a une tentative russe de stabiliser ses frontières et une tentative russe de stabiliser l'empire d'une certaine manière. C'est-à-dire sur les décombres de l'URSS d'il y a 30 ans, l'Union a explosé il y a 30 ans, il y a quand même une volonté impériale russe de maintenir tout ce monde autour de soi, par des réseaux d'alliances, de commerce, d'allégeance, etc. Et donc, on voit les crises se succéder. Il y a eu l'Arménie-Azerbaïdjan, il y a la crise ukrainienne qui est une crise ouverte, il y a la crise biélorusse à l'est. Et là, on a un flanc sud qui s'ouvre avec une crise kazakh qui est une crise d'ampleur parce que c'est un pays qui a une très longue frontière avec la Russie. C'est un pays qui est au nord assez largement russophone avec des Russes kazakhs qui se sentent plus j'allais dire, légitimement proche de Moscou que de Nur-Sultan. Et donc, on a un pays immensément riche, central, qui est presque contigu à la Chine, qui est sur le passage des routes de la soie. Et donc, on voit bien l'énormité de ce qui peut se passer si la crise kazakh dure, si elle dérape, si on a des victimes qui s'accumulent, etc. Donc, on a à la fois quelque chose de très géostratégique, c'est-à-dire cette volonté, encore une fois, de la Russie de défendre les marches de l'Empire, parce que c'est vraiment comme ça. Et deux, on a une situation qui est purement interne et qui peut échapper et qui peut aussi avoir des répercussions sur les républiques voisines, puisque le Kazakhstan a des liens avec toutes ces républiques caucasiennes qui sont, et toutes ces Kyrgyzstan, etc., et qui sont tous entremêlés sur le plan financier, commercial, etc. Et donc tout ça peut déraper. Et donc on voit que on comprend, on peut mieux lire la décision russe d'intervenir rapidement pour essayer de calmer une situation qui n'est pas foncièrement calme sur le fond. La Chine, elle a salué les mesures fortes prises contre les manifestants. Gauthier Rybinski, quel impact justement régional, Ziad Limam en a un peu parlé, peut avoir cette crise au Kazakhstan ? Oui, cet impact régional dont vient de parler Ziad est capital dans la mesure où l'idée de la politique étrangère du Kazakhstan, jusqu'ici, c'est-à-dire héritée de Nazarbayev avec Tokayev, consiste à avoir une approche que les Kazakhstanais eux-mêmes appellent multivectorielle. Alors, le terme est un peu barbare, mais ça veut dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir de bonnes relations avec la Russie, bien sûr, mais aussi avec la Chine et aussi avec la Turquie, sans oublier les Américains et l'Occident. Et donc, vous voyez qu'à chaque alliance ou à chaque rapprochement, cela fait autant de raisons ou de potentielles, j'allais dire, animosités vis-à-vis des autres. Et quand la Chine se satisfait de ce qui se passe, c'est dans la droite ligne de ce que la Chine peut dire à chaque fois. On voit mal la Chine approuver un mouvement qui est au moins au départ démocratique. Mais ça veut dire aussi que c'est une remise en cause de ce qu'étaient ou de ce qu'ont été ces liens.
De la même façon, on peut dire que pour Vladimir Poutine, il y a bien sûr le danger, c'est celui qui est brandi, d'une main américaine. Mais c'est aussi le danger, par exemple, de ce qu'on appelle l'organisation des États turciques. C'est les États qui ont en commun la langue turque ou des variantes de la langue turque, le kazakh, la langue kazakh étant de cela. Et là aussi, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Vladimir Poutine. Est-ce que ce mouvement est une façon de remettre en cause cette politique kazakhstanaise qui est un peu tous azimuts? Pourquoi pas? En tout état de cause, je pense que malgré tout, Vladimir Poutine n'a pas envie que cette crise prenne trop d'ampleur, parce qu'il est déjà bien occupé ailleurs, et notamment avec l'Ukraine et les pourparlers qui s'annoncent. Qui vont débuter dans 2 jours, voilà, avec les États-Unis. On va partir justement aux États-Unis tout de suite. Le pays a commémoré hier jeudi l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Souvenez-vous, une foule de partisans de Donald Trump envahissait le bâtiment, symbole de la démocratie américaine. Lors d'une cérémonie boudée par les républicains, le président Joe Biden a accablé son prédécesseur Donald Trump, mais en prenant soin de ne jamais prononcer son nom. Écoutez le président américain. L'ancien président des États-Unis d'Amérique a créé et répandu une toile de mensonges sur les élections de 2020. Il l'a fait parce qu'il valorise le pouvoir plutôt que les principes. Parce qu'il considère son propre intérêt comme plus important que l'intérêt de son pays, que l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Et parce que son ego meurtri compte plus pour lui que notre démocratie et notre Constitution. Il ne peut pas accepter d'avoir perdu. Ce n'est pas seulement un ex-président, c'est un ex-président vaincu. Jean-Christophe Ploquin, c'est la première fois que Joe Biden s'en prenait aussi directement à son prédécesseur. Oui, et je pense que c'est normal, d'une part parce que cet anniversaire était porté sur des événements qui ont vraiment fait trembler la démocratie américaine, et d'ailleurs qui ont fait que l'enjeu de cette manifestation il y a un an, c'était d'empêcher finalement que le résultat de l'élection présidentielle qui avait eu lieu en novembre, que ces résultats soient approuvés. Donc il y avait vraiment à l'époque une pression extrêmement forte pour que Trump ne soit pas considéré comme le perdant et que Biden ne soit pas considéré comme le gagnant. Donc le gagnant final, Biden, évidemment qu'il fallait qu'il enfonce absolument le clou hier pour pouvoir vraiment bien indiquer qui a gagné. Et puis aussi, il fallait qu'il vise très fermement et très sévèrement, qu'il tacle en quelque sorte Donald Trump, parce que Donald Trump reste un adversaire politique de premier plan. Ça reste la principale figure du Parti républicain, qui est dans l'opposition actuellement au Congrès, mais c'est lui qui continue à donner un petit peu la ligne idéologique du Parti républicain, et l'absence du Parti républicain, des élus républicains à la cérémonie d'hier, montre bien que la polarisation reste extrêmement forte aux États-Unis aujourd'hui. Donc malgré tout, Joe Biden a toujours voulu se présenter comme un rassembleur, mais il affronte ce Donald Trump qui multiplie les meetings et qui va essayer de peser sur les élections de midterm qui auront lieu en novembre pour faire en sorte que les républicains reprennent la majorité, notamment au Sénat et à la Chambre des représentants. Et à ce moment-là, Trump pourrait peut-être même se préparer à la prochaine élection présidentielle. Donc c'était un moment très important dans cette bataille entre Biden et Trump qui s'est déroulée hier. Ziad Limam, Donald Trump qui dans un communiqué a dénoncé un théâtre politique, il maintient que l'élection était truquée, même un an après ça. Il prépare vraiment son retour, comme le disait Jean-Christophe Ploquin? Non, lui il suit son chemin, hein. Il a son yacht, il avance, il veut récupérer. Je pense que là, effectivement, il y a des questions d'ego chez un personnage à l'ego surdémultiplié. Il veut revenir à la Maison-Blanche. Mais je pense que Trump lui-même est un facteur, mais l'évolution, la rupture, j'allais dire, sémantique, structurelle du Parti républicain avec les principes d'avant, cette espèce de droite modérée, attachée aux institutions, très prudente sur le plan fiscal, etc. Le réganisme, en quelque sorte, le conservatisme éclairé, ça a été balayé, réellement balayé au sein du parti
par les deux victoires de Barack Obama, ils se sont dit il faut qu'on trouve un moyen de parler autrement, de gagner autrement, et on a versé dans cette nouvelle version, qui est une version très, j'allais dire, autocratique. Il y a des mots qui circulent dans les think tanks républicains qui sont très violents, hein. Défense de la civilisation, lutte contre l'ennemi intérieur étant les démocrates, les noirs, les hispaniques, les je ne sais quoi, enfin, les gens de gauche, les syndicats, etc. La définition du nouveau républicanisme n'est pas terminée. On peut parler de radicalisation du Parti républicain. Mais on est au-delà de la radicalisation, c'est-à-dire que ça va des couches populaires aux élites, puisqu'il y a des sénateurs ou des futurs sénateurs qui ont fait Yale, Princeton, etc., qui théorisent la radicalité, un espèce, encore une fois, de national-populisme américain qui n'est pas encore bien défini parce qu'il est alimenté par le white power, par le conspirationnisme, par le protestantisme, par les églises, par toutes sortes de choses, mais il est là. Et il est là avec ou sans Trump. Et c'est ça, je pense, le point. Les gens focalisent beaucoup sur le rôle de Donald Trump qui surfe sur la vague, mais ça, c'est en cours. Et on ne peut pas exclure aux États-Unis d'Amérique quand même, hein, 200 ans de démocratie, on ne peut pas exclure des reculs démocratiques très forts, même voire des ruptures avec un nouveau système, parce que c'est là, ils sont 50% de l'Amérique, 56% des Américains pensent que l'attaque du Congrès, finalement, c'était une histoire de liberté, 56% des Américains, un an après, avec l'accumulation des preuves, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, en fait, ils s'en fichent. C'est une question de modèle, ce n'est pas une question de vérité, ce n'est pas une question de principe, c'est le modèle qu'on veut imposer pour notre pays, ou en tous les cas pour nous, qui nous considérons être les vrais citoyens de ce pays. D'ailleurs, l'ancien président Jimmy Carter, dans une tribune au New York Times, dit avoir peur pour la démocratie américaine. Elle est malade aujourd'hui, Gauthier Rybinski, cette démocratie américaine. Il y a des risques pour les prochaines élections ? Oui, bien sûr. Je crois que le mot qu'a employé, l'expression qu'a employée Ziad est tout à fait exacte. C'est une rupture sémantique. Et une rupture sémantique, ça veut dire une rupture culturelle. Ça veut dire qu'on ne parle plus le même langage entre citoyens d'un même pays. Et effectivement, ça n'est plus la vérité qui compte, c'est la représentation qu'on en a. Et de ce fait-là, vous avez quantité d'électeurs républicains, non seulement qui versent dans le conspirationnisme, mais qui sont persuadés, par exemple, que la race blanche, comme ils disent, est en danger. À partir de là, et quand on sait le nombre d'armes qui existent dans le pays, qui sont entre les mains de vous et moi, des particuliers... Et comment expliquer justement que ces théories conspirationnistes, elles prospèrent outre-Atlantique ? Parce que, alors là, il y a quelque chose justement qui manquait dans le discours de Biden. Elles sont, mais vous savez, on n'en est pas très loin non plus en Europe, parfois, et même en France, elles prospèrent sur l'idée que, finalement, les élites, comme on dit, sont totalement décrochées de la réalité. En vérité, c'est l'inverse. Ce sont les personnes qui sont tellement décrochées qu'elles imaginent qu'on a voulu les décrocher, qu'on a voulu les abandonner. Et qui, à partir de là, bâtissent un système d'explication qui leur permet bien tout simplement d'espérer. C'est-à-dire non seulement d'espérer, mais d'avoir le sentiment, voire l'illusion, qu'ils sont compétents à nouveau pour comprendre le monde. Vous voyez, ça va loin, c'est à la fois culturel et presque philosophique. Et quand Biden, qui affirme de manière très ferme qu'il représente justement la continuité de la démocratie américaine, c'est-à-dire il a fait allusion au père fondateur, il a même dit que les républicains avaient eu aussi des personnalités comme Eisenhower ou les Bush, parfaitement respectables. Mais à aucun moment il ne dit que cette fracture, justement, doit être réduite par une meilleure compréhension de ce que vivent les gens en question. Non, pour lui, c'est effectivement, les assaillants du Capitole ne sont pas des patriotes, ce sont des gens, ce sont des criminels, à la limite. Et tant qu'on en sera là, je ne dis pas qu'il a tort, mais tant qu'on en sera là, à cette impossibilité de compréhension, le camp républicain avancera. Jean-Christophe Ploquin, qu'est-ce qu'il doit faire Joe Biden ? Alors, pour compléter ce que vient de dire Gauthier Rybinski, il a commencé à faire quand même, c'est-à-dire que, en gros, on va dire le plan de relance, le plan de relance des infrastructures, c'est quand même un gigantesque plan pour recréer du travail un peu partout aux États-Unis, recréer de l'emploi. Il y a déjà presque le plein emploi, mais en tout cas, voilà, c'est toute une volonté par rapport à un salariat aussi américain qui a été mis en difficulté par la mondialisation,
tout ce plan de relance, ça vise à refixer des jobs aux États-Unis, à redonner du pouvoir d'achat à ceux qui en manquent aujourd'hui, à redonner confiance aussi finalement aux Blancs, aux mâles blancs en quelque sorte, qui se sent effectivement déclassé et qui a voté Trump. Donc ça marchera ou ça marchera pas, mais en tout cas, il y a quand même ce paquet de dollars qui a été mis sur la table, et c'est ça aussi la stratégie de Joe Biden, c'est voilà, en visant notamment les États industriels qui ont énormément souffert de la mondialisation. Il travaille aussi de façon très rapprochée avec les syndicats, donc il a aussi des relais. Il y a dans les milieux universitaires américains beaucoup de gens qui ont analysé effectivement la victoire de Trump il y a 5 ans et qui ont essayé de comprendre pourquoi ça s'était passé et qui ont imaginé justement des stratégies politiques dans lesquelles l'État fédéral serait beaucoup plus engagé et il y aurait beaucoup plus d'intervention finalement de l'État. Donc voilà, il y a quand même une stratégie qui est mise en place à Washington, mais avec évidemment énormément de choses trappes, avec le deuxième volet du grand plan d'investissement qui attend toujours d'être adopté. Et donc, effectivement, il y a une sorte de course contre la montre pour Biden pour que les réformes qu'il a engagées et l'argent qu'il a mis sur la table commencent à toucher finalement l'Américain moyen. Apporter leurs fruits. Voilà pour cette actualité américaine. En France à présent, alors qu'on assiste à une flambée de l'épidémie de Covid, la crise sanitaire est au cœur des débats à 4 mois de la présidentielle, alors que l'Assemblée nationale a adopté jeudi à l'aube le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Emmanuel Macron a fait une sortie très remarquée dans une interview aux Parisiens. Le président, cette semaine, n'a pas mâché ses mots et affirmé, je cite, « vouloir emmerder les 5 millions de non-vaccinés ». Et ce vendredi, eh bien, il persiste et signe malgré les critiques. On écoute Emmanuel Macron. Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et puis on apprend qu'en France, il y a eu 328 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. Ziad Limam, Emmanuel Macron, il assume, car finalement, une majorité de Français pensent comme lui. Je pense qu'il y a un arbitrage qui a été fait chez Emmanuel Macron sur quelle position adopter aujourd'hui entre le président rassembleur et le président clivant. Et je pense qu'il a décidé, je ne suis pas dans le secret du Palais de l'Élysée, mais je pense qu'il y a une décision qui a été prise d'être le président clivant. Et donc, je pense que c'est peut-être ça la vraie annonce de candidature. Ce n'est pas les vœux du 31 décembre où on parlait d'une nation bienveillante, etc. Là, je pense qu'on est vraiment dans la déclaration de candidature, c'est-à-dire je vais faire campagne de la même manière que j'ai gagné en 2017, c'est en clivant, en disant les choses comme moi j'ai envie de les dire, en parlant d'emmerder les non-vaccinés, etc. Alors évidemment, ça fonctionne relativement bien parce que grosso modo, l'opinion publique est d'accord avec lui. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'un président n'utilise pas le mot emmerdant, qui a d'ailleurs généré beaucoup d'attention dans le monde anglophone. Ils ont mis beaucoup de temps à essayer de le traduire oui, c'était compliqué, proprement, voilà. Mais on a aussi vu que dans l'histoire de France récente, c'était pas comme Emmanuel Macron, hein. On peut rappeler les sarkozysmes célèbres ou la chienlit du général de Gaulle ou même les emmerdements de Georges Pompidou. Donc tout ça, je pense que c'est très tactique, c'est très voulu, c'est pas du tout quelque chose d'instinctif qui est sorti. Je pense que ce qu'on voit, c'est une première annonce de candidature sur un dossier qui est essentiel en ce moment, qui est celui de la pandémie. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé, hier ou avant-hier. Gauthier, c'était une tactique, c'était une manière d'entrer en campagne pour Emmanuel Macron ? Ce terme emmerdé ? Oui, mais une tactique parfaitement réfléchie. Hein. Je rejoins ce que disait Ziad Limam. Oui, c'est réfléchi parce que, au fond, derrière ce terme,
il y a, d'une part, même si les gens s'offusquent de ça, il y a quand même une façon de flatter la gauloiserie. Une manière de dire, on est bien, entre nous, on emploie ce genre de terme. Alors évidemment, on fait comme si c'était, on se pince le nez quand c'est le président de la République. Mais enfin, entre nous, on le pratique. Et donc, il y a quelque chose, il y a un attendu populiste derrière ça aussi. Donc, c'est faire en sorte, soyons clairs, de répondre aussi aux outrances et aux aberrations d'un Éric Zemmour. C'est pas complètement innocent. Là où ça me frappe beaucoup plus, dans la volonté d'attaquer, c'est que vous avez en face un certain nombre de personnes, notamment les antivax, qui régulièrement, par exemple, font un appel à l'unité du peuple, l'unité des Français, et qui, dans leur réaction, sont profondément égoïstes et nombrilistes. C'est-à-dire, c'est la liberté pour moi. Et cette contradiction avec laquelle le pouvoir, y compris Emmanuel Macron, a essayé non pas de jouer, mais qu'a essayé de gérer, il y a, moi j'ai ressenti ça comme ça, une sorte d'exaspération de l'exécutif qui s'exprime à travers les mots d'Emmanuel Macron, mais qui est une exaspération savamment dosée et savamment expérimentée. Juste d'un mot, et je pense aussi que ça a été présent dans la tête du chef de l'État, si on veut citer un autre gaullisme, il y avait eu un jour, alors je ne sais plus dans quelles circonstances, un conseiller du général de Gaulle qui dit « Regardez mon général, sur le mur, il est inscrit mort au con ». Et de Gaulle avait dit « Vaste programme ». Il n'est pas impossible que Macron s'en soit souvenu. Jean-Christophe Ploquin, en même temps, ce terme « emmerder les non-vaccinés », ça creuse encore un peu plus le fossé entre les antivax, justement, et les personnes vaccinées. Les antivax qui ont de plus en plus d'interdictions avec le pass vaccinal, déjà. Oui, alors c'était en même temps quelque chose qu'on voyait monter, c'est-à-dire que beaucoup, et notamment dans le personnel soignant, on voyait une exaspération sur le fait que beaucoup de personnes qui arrivaient aux urgences touchées par le Covid étaient des non-vaccinés. Et on a entendu des médecins qui disaient il y a d'autres types d'urgences qu'on ne peut plus traiter parce qu'il faut s'occuper de ces urgences-là. Donc ça a été un débat qui a même conduit le président de l'Ordre des médecins à intervenir et à rappeler qu'il fallait absolument soigner tout le monde et qu'on ne pouvait pas trier. Donc c'est dans ce débat-là aussi que s'est inscrit Emmanuel Macron. Et son choix n'est pas très compliqué. La grande majorité des Français se sont fait vacciner et une bonne majorité aussi est un petit peu exaspérée effectivement par rapport au choix des non-vaccinés. Alors les non-vaccinés, pourquoi est-ce qu'ils choisissent de rester dans cette situation-là ? C'est vraiment des raisons qui sont assez diverses. Ce sont parfois des gens qui sont déjà un petit peu en marge de la société et donc finalement qui ne sont plus suffisamment intégrés pour vraiment ressentir l'impact du pass et l'impact du pass qui devient vaccinal. Il y a donc des raisons extrêmement diverses et je crois que le président de la République, effectivement, moi, je trouve qu'il continue à être président de la République quand il prend cette position. J'entends bien effectivement que le candidat pointe, il n'est pas très loin, mais c'est en même temps, il conserve justement ce rôle, je dirais, de chef des armées sanitaires et de personne qui est en situation, alors que ses probables futurs rivaux sont en train de faire campagne et essayer de trouver des thématiques qui vont percer auprès de l'opinion. Emmanuel Macron profite d'être pleinement chef de l'État, pleinement à la manœuvre pour effectivement faire contenir cette vague de variants. Et donc, voilà, donc c'est une fonction et c'est une situation dont il entend bien profiter le plus longtemps possible. La pandémie qui s'invite aussi dans les compétitions sportives. Cette semaine a été marquée par le feuilleton Djokovic, surnommé en Australie Novak Djokovic. Le joueur de tennis serbe numéro 1 du tennis mondial était en route pour disputer l'Open d'Australie, mais mercredi, comme il n'est pas vacciné, il a été refoulé à la frontière australienne et placé en rétention dans un hôtel en attendant une décision de justice, ce qui a provoqué la colère de Belgrade. Le père du joueur lui a dénoncé un coronafascisme. Écoutez-le, suivi du président serbe. Ce n'est que le début de l'agonie. Ils veulent le garder en prison jusqu'à lundi. Imaginez jusqu'à lundi. Pour garder le meilleur athlète du monde en prison. Notre ministère des Affaires étrangères fera tout. Nous sommes actifs sur la question.
Ce qui n'est pas juste, c'est cette persécution politique à laquelle tout le monde participe, même le Premier ministre australien. Ziad Limam, la Serbie, elle fait bloc derrière son joueur. Là-bas, c'est une icône, Novak Djokovic. Et il incarne d'ailleurs la grande méfiance envers les vaccins, des vaccins qui ont peu de succès dans le pays. Je trouve que cette histoire est complètement dingue et absolument représentative du moment dans lequel on vit. On a quand même un athlète de niveau mondial qui, visiblement, ne veut pas être vacciné. Grand bien lui fasse, mais il y a des règles. Donc, c'est comme ça. Il y a des règles en France, il y a des règles en Australie, il y a des règles en Angleterre, il y a des règles aux États-Unis. Il a obtenu une exemption. Pourquoi on lui a donné une exemption? On n'en sait rien. Il arrive là-bas, on lui retire l'exemption. Pourquoi? On n'en sait rien. Et donc, on voit qu'à partir de quelque chose qui aurait dû être une question de principe, le principe, c'est qu'il y a des règles sanitaires et les règles sanitaires veulent que l'on soit vacciné. À partir de là, tout le monde, ça devient une affaire politique. Le Premier ministre australien, il fait à peu de frais un grand exercice de « nous avons des règles ». Les Serbes, qui ne pèsent rien en Australie, je veux dire, ils n'ont aucune relation particulière, économique, enfin, c'est 0,01% du commerce avec l'Australie, font toute une histoire parce que c'est politiquement très intéressant de sortir la carte Novak Djokovic. Et je trouve ça assez déprimant parce que, encore une fois, à l'origine, il s'agit d'une situation très particulière d'un athlète privilégié qui ne veut pas se faire vacciner, visiblement, et qui n'a pas les arguments pour ne pas l'être. Et la deuxième chose que je trouve pathétique, c'est qu'effectivement, le pauvre Novak Djokovic s'est retrouvé dans un hôtel pourri miteux de Melbourne où on entasse les quarantinés qui arrivent de l'extérieur. Enfin, heureusement, des caméras s'orientent vers ces hôtels pourris miteux où on entasse des quarantinés, sans sécurité, où les types attrapent le Covid au bout d'un moment, où il y a des gens qui sont là depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et voilà, ça, c'est là, il y a des vraies discussions intéressantes. Je trouve que tout le reste, c'est du théâtre politique assez obscène en période d'épidémie. Jean-Christophe Ploquin, les grands sportifs, ils doivent avoir un traitement différent? Ah non, surtout pas. Et c'est des citoyens comme les autres, et je signe et contre-signe ce que vient de dire Ziad Limam. Je pense que en fait, c'est aussi la question de la responsabilité sociale des sportifs. Les sportifs de très haut niveau, donc ils ont une image extraordinaire, ils ont des capacités de relais auprès de leurs fans et auprès de ceux qui les suivent et un impact dingue. Et donc, qu'un sportif de très haut niveau, le numéro 1 mondial de tennis, se laisse piéger dans une controverse comme ça, ça montre quand même qu'il n'a pas conscience en fait de son rôle social. C'est vrai de la plupart des journalistes, des sportifs de haut niveau, mais il y en a un certain nombre qui, au contraire, utilisent finalement leur position pour avoir un discours. Alors pour les uns, ça va être peut-être sur la vaccination d'ailleurs, pour les autres, ça va être sur peut-être s'engager pour des causes à travers la planète, l'environnement, ou bien ça va être aussi s'engager sur des enjeux plus finalement de développement économique, de développement social, y compris, je pense, à Mbappé qui justement s'engage en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, on voit bien que décidément, les sportifs de haut niveau peuvent choisir d'avoir une attitude et des choix qui sont finalement, qui représentent un modèle pour leurs fans à travers le monde. Gauthier Rybinski, Novak Djokovic sur Instagram, il a remercié ceux qui le soutiennent à travers le monde. Il devient, malgré lui, le porte-voix des antivax. Oui, il y a une chose qui m'a frappé dans ce qu'on a vu, c'est l'image donc de son père, Srdan Djokovic, finalement, qui a organisé une manifestation. Et je ne peux pas m'empêcher d'y revoir ou d'y voir des images datant de la grande époque, entre guillemets, du nationalisme serbe. Il y a quelque chose, et vous l'avez souligné, hein, le porte-drapeau, la Serbie rangée derrière, le petit doigt sur la couture du pantalon. Tout ça est effectivement nauséabond et encore plus scandaleux dans la période actuelle, comme disait Ziad. Tout à fait. Alors, sur le reste, qu'est-ce que ça nous enseigne? D'abord, que, effectivement, la notoriété, quelle qu'elle soit, ne doit pas être un passe-droit, pour le coup, pour pouvoir s'affranchir et s'exonérer de mesures qui sont dans l'intérêt collectif.
collectif. Et puis, si vous me permettez, je pense que ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que du coup, on peut voir que les modèles sportifs ne sont pas forcément toujours des vrais modèles. Ce sont des modèles de substitution. On doit trouver d'autres gens vertueux. Et si ça peut servir de leçon dans ce cas-là, c'est pas plus mal. On va tout de suite retrouver Kak par Skype, dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace. Kak, bonsoir. Comment les dessinateurs de presse ont été inspirés cette semaine par toute cette actualité ? Bonsoir Claire, bonsoir messieurs, et tous mes voeux à vous tous et à nos auditrices et nos auditeurs. Alors, je vais reprendre les 4 sujets, puisque j'arrive en fin d'émission en essayant d'être succinct et en les synthétisant. J'ai choisi 3 dessins pour chacun des 4 sujets. On va revenir au Kazakhstan, si vous voulez bien, ensemble. Alors, ce qui a beaucoup amusé, comme souvent nos amis dessinateurs de presse et mes confrères, c'est d'abord l'intervention potentielle de Vladimir Poutine, avec ce premier dessin de Cambon, dessinateur français, un Poutine bien viril, comme il aime lui-même à se montrer en photo, et qui dit, alors le dessin s'intitule « Une nouvelle ONG russe », et qui dit « Des manifestants à faire taire, des peuples à opprimer, des régimes à sauver, dictateurs sans frontières », j'écoute. Alors c'est assez amusant d'une part d'imaginer le service téléphonique des dictateurs sans frontières, mais aussi c'est une allusion, une nouvelle ONG russe, vous le comprendrez, à la dissolution de l'ONG Mémorial en Russie, prononcée par le même Poutine. Et ensuite, toujours avec Vladimir Poutine, un dessin qui est presque la suite de celui-ci. D'ailleurs, il est dans la même tenue, proposé par Emad Hajjaj, dessinateur jordanien pour Al-Arabi Al-Jaded, où on voit Vladimir Poutine qui essaye de maintenir en place la statue du président kazakh, qui est en train d'être déboulonné par des manifestants. Ce Poutine à nouveau bien musculeux, comme vous l'aurez remarqué. Et enfin, ce dessin qui décale un petit peu la problématique que j'ai beaucoup aimé de Mauro Biani, dessinateur italien pour La Repubblica, avec cette femme qui dit « Je venais à peine d'arriver en tant que réfugié d'Afghanistan ». Et j'aime bien ce dessin, il est à la fois émouvant, en même temps drôle, un petit peu, par l'ironie du sort, puisque effectivement on peut imaginer l'ironie du sort qui s'acharne sur les réfugiés d'Afghanistan qui seraient allés au Kazakhstan. Passons maintenant aux États-Unis. J'accélère un petit peu avec d'abord pour les 1 an donc, de l'attaque du Capitole, ce dessin de Dilem, dessinateur algérien, qui était paru dans Le Monde, que j'aime beaucoup parce que bon, on y voit des symboles, l'oncle Sam évidemment, et qui glisse sur une peau de banane d'une forme un peu particulière. Et j'aime beaucoup cette idée, cette fameuse chevelure du président Trump traduite, reconstituée ici en peau de banane. C'est assez drôle. On enchaîne avec 2 dessinateurs américains. D'abord Ed Hall, un dessinateur très prolifique qui produit beaucoup. Et là, il y a ce gâteau d'anniversaire des 1 an de l'assaut sur la démocratie. Et on voit qu'il ne suffit pas de souffler la bougie pour le pauvre oncle Sam qui se fait carboniser. Effectivement, je trouve que c'est bien vu, puisqu'on voit bien, dans ces commémorations, on voit bien qu'en réalité, rien n'est calmé finalement, et que les polémiques sont toujours en place avec un Trump qui n'en démord pas. Et Donald Trump, enfin, dans ce dessin de Cal, magnifique travail à l'encre de Cal, où vous avez les journalistes qui interrogent Donald Trump 1 an après le 6 janvier, l'insurrection du 6 janvier, comment vous décririez le parti républicain ? Délicieux, répond Donald Trump, ici grimé, une sorte d'anaconda, et vous voyez dans son ventre, on voit dépasser un petit éléphant qui symbolise évidemment le parti des Républicains. Sur l'affaire qui nous préoccupe en France, la déclaration du président Macron, je vous propose un dessin de moi-même, puisque je suis venu vous voir ce soir, qui est paru dans l'Opinion jeudi, avec une petite parodie que je me suis permise. Vous vous souvenez sans doute de la célèbre scène d'À bout de souffle, où on voyait Belmondo s'adresser directement à la caméra et aux spectateurs. Et donc là, maintenant, les dialogues ont été parodiés. C'est Emmanuel Macron qui nous dit « Si vous n'êtes pas vacciné en ville, si vous n'êtes pas vacciné à la montagne, si vous n'êtes pas vacciné à la mer, allez vous faire foutre ». J'ai évidemment voulu jouer sur le caractère un peu provocateur des déclarations du président. Ce dessin de Côté, dessinateur du Canada, que j'aime beaucoup parce qu'il nous dit tout simplement que sans passe vaccinal, vous n'entrez pas en 2022, vous restez en 2021. Donc il joue évidemment avec l'actualité du changement d'année. Et je trouve que c'est un peu ça, finalement, pour les non-vaccinés, vu le nombre de contraintes qui sont en train de s'accumuler. Finalement, c'est un peu comme s'ils ne pouvaient pas commencer la nouvelle année. Et enfin, ce dessin de Urbs, souvent très drôle, Urbs, qui lui joue plutôt avec les clivages qui sont en train de s'installer dans la société, la nouvelle peur de l'autre. Moi, je connais un contact qui est sympa, dit ce type dans un cocktail. C'est assez marrant parce que non seulement le gag fait sourire, mais je trouve que ça traduit assez bien cette espèce de méfiance qui est en train de se mettre en place, un peu contre les malades et beaucoup finalement contre ceux dont on soupçonne qu'ils sont malades parce qu'ils n'ont pas fait tous les efforts pour se protéger. Terminons maintenant avec notre champion Novak Djokovic, avec d'abord ce dessin de Dario, dessinateur mexicain, donc qui joue évidemment avec les symboles. D'un côté le tennis avec la raquette et d'autre côté l'Australie, bien sûr. L'Australie, vous pensez à l'Australie, vous pensez au kangourou. Et donc ce kangourou qui éjecte un Novak Djokovic sidéré de sa poche. Ensuite, nous avons ce dessin de Ramsès, dessinateur
cubain, lui aussi qui joue avec les symboles du tennis, cette fois-ci la raquette trouée, et j'aime bien son idée, ça n'est pas une balle qui troue la raquette, c'est le virus du Covid, puisqu'évidemment c'est en raison de la pandémie que Novak Djokovic se retrouve dans cette situation. Et puis enfin ce dessin de Vado, qui m'a beaucoup fait rire, dessin de Vado. Faut-il généraliser le télétravail? À nouveau, il croise deux actualités, et on voit Novak Djokovic dans sa petite chambre d'hôtel, à mon avis plus propre dans le dessin de Vado qu'en réalité. Welcome to the Australian Open. Donc c'est assez amusant. Et j'entendais que Novak Djokovic est désormais surnommé Djokovid. Je pense qu'on pourrait élargir cette vanne et l'appeler Novax Djokovic. Je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Voilà pour moi, c'est tout. Merci beaucoup pour tous ces dessins. Merci Kak. Merci également à Gauthier Rybinski. Merci Jean-Christophe Ploquin. Et merci à Ziad Limam également. Restez avec nous, c'est la fin de cette émission. L'information continue sur France 24.